tous. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. Peut-être que ce podcast ne sera plus exactement comme avant, mais il sera encore plus aligné avec la personne que je suis devenue. Et oui, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue sur la face cachée de l'adoption, mais j'ai de très bonnes raisons. Mais aujourd'hui, je reviens avec un invité très spécial. De toute façon, comme tous mes invités, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Marco Garavito. 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 Désolée. Alors, du coup, je vous mets un petit peu dans le contexte. Marco Garavito, je mets l'accent quand même. Marco. Marco, ça vous va? Marco, simplemente. Super. Du coup, vient du Guatemala, donc il ne parlera que espagnol, mais ne vous en faites pas. J'ai une amie qui traduira du coup en français pour que vous puissiez quand même rester un petit peu à l'affût et comprendre ce que nous allons raconter. Voilà, donc Marco m'a permis de reprendre un petit peu mon podcast avec son parcours en fait, et il va vous le raconter plus en détail. Donc c'est parti. Marco, on t'écoute. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de psychologue du coup? Y Marco, sí, te puedes presentar y contar un poco lo que ha hecho como psicólogo. Bueno, buena tarde. Efectivamente, yo soy Marco y soy de Guatemala. Dirijo la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, una institución de 74 años de existencia. Y además soy profesor de Psicología Social en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bonsoir à tous. Oui, je viens du Guatemala. Je dirige la Liga, donc la Ligue d'hygiène mentale. La Liga existe depuis 74 ans et je suis professeur psychosocial à l'université. En esta institución, luego de que en Guatemala se firmaron los acuerdos de paz en 1996, que permitió poner fin a una guerra de 36 años, surgió la necesidad de dar respuesta a daños, a traumas, a distintos tipos de problemas que sufrieron las víctimas a lo largo de la guerra y sobre todo de las comunidades indígenas, que en Guatemala son más de la mayoría de la población. Y en ese marco es que nosotros decidimos empezar en la institución un programa que se llama Todos por el Reencuentro, porque la guerra había dejado muchas familias separadas, divididas, y el propósito del programa, cuando empieza el 20 de mayo de 1999, era, por un lado, acompañar el dolor de las familias víctimas de la guerra, pero por el otro, hacer esfuerzos de búsqueda de sus hijos que se habían perdido y alternativamente encontrarlos vivos y poder hacer un reencuentro familiar. Ese es. Donc la Liga a commencé suite aux accords de paix après la guerre civile, donc en 1996. Ça a commencé en 1999 avec un accord pour aider les personnes qui ont souffert pendant la guerre civile. Et donc dans cet acte, ils ont essayé de faire un programme qui s'appelle Todos por el Reencuentro, donc tous ensemble pour les retrouvailles. Donc c'était avant tout pour aider des personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont été victimes de beaucoup de choses pendant la guerre civile. Donc leur premier acte, c'était d'accompagner les gens, mais aussi de chercher les familles. Ok, donc ça veut dire que la Liga a été créée du coup pour la guerre en fait, si je comprends bien, c'est ça? Est-ce que tu ferais pour la guerre? Pour aider les familles en difficulté quoi, au moment de la guerre. No, ella se pregunta si la Liga está creado durante la guerra para ayudar a las personas durante la guerra. No. La institución como tal nace el 25 de marzo de 1952, Ok. ¿verdad? Es decir, mucho antes de que incluso empiece la guerra.
Nosotros somos una institución que tiene varios programas, varios proyectos, pero cuando termina la guerra consideramos que a nosotros nos correspondía, por ser un tema de salud mental, el tema de la desaparición, entrar con este proyecto. Pero la liga no nace para buscar niños desaparecidos, sino que ya existía, ¿verdad? La Liga, elle existe depuis 1952 et elle avait beaucoup de programmes. Mais quand la guerre a été terminée, il y a eu le programme du coup pour retrouver les familles. Ils se sont dit que c'était à eux de pouvoir faire quelque chose, notamment pour la santé mentale. Ok, ok, c'est plus clair. Et pourquoi la majorité du travail se fait directement au Guatemala et pas en Europe? Porque la mayoría del trabajo se hace en Guatemala y no en Europa, por ejemplo. Porque el programa, cuando nace en 1999, nace para resolver problemas de niños desaparecidos o separados dentro de Guatemala. Es decir, nace específicamente, no estábamos pensando cuando nacemos en el proyecto en el tema de adopciones, sino que los desaparecidos, niños desaparecidos que se había llevado el ejército, que se habían perdido en las montañas, en fin, suponíamos que los íbamos a encontrar adentro del país. Entonces, nacemos con esa idea de buscar adentro del país. En fait, quand le programme il est né en 1999, il a été né pour résoudre d'abord à l'intérieur du Guatemala, parce qu'il pensait trouver donc des enfants disparus qui avaient été enlevés par l'armée, ou bien qui étaient encore perdus dans les montagnes, etc. Donc au début, c'était vraiment pour trouver les enfants à l'intérieur du pays. Tan es así que la mayoría de los reencuentros familiares que hemos tenido son de casos internos, ¿verdad? No de adoptados, sino la gran mayoría. Actualmente hemos realizado 547 reencuentros familiares y de esos 19 han sido de adoptados nada más. El resto ha sido adentro del país que los hemos encontrado y adentro donde los hemos reunido con su familia biológica. ¿Puedes repetir 40 y... ¿Has dicho 40 y... 547. Ouais, bon. Donc il disait, dans la grande majorité, donc c'était des personnes qui étaient plutôt, qui avaient disparu en fait à l'intérieur du pays, pas forcément des personnes adoptées, mais vraiment des personnes disparues dans le pays. Et ils ont retrouvé du coup 547 familles. Et parmi les 547 familles, il y en avait seulement une quinzaine qui avaient été adoptées. Une quinzaine Sur les 547. Ouais. Seulement. C'est tout. Et vous savez pourquoi? Entonces es como 15 familias sobre 547. Y él se preguntaba por qué, porque no es mucho. Y si sabes por qué. Primero porque el número de niños desaparecidos que están dentro de Guatemala supera los 5,000. ¿Sí? Es decir, hay muchos de ellos que están dentro del país, pero aquellos que fueron dados en adopción es un porcentaje menor de los niños que sufrieron el tema de la guerra. Por eso cuando nosotros empezamos, decía, no era para buscar adoptados, pero en el camino fueron apareciendo algunos casos que nos llevaron a buscar afuera de Guatemala, ¿verdad? Porque adentro ya no teníamos como pistas, como en la investigación, y más o menos en el año 2008 empezamos ya a trabajar algunos casos de adoptados, pero son menos, desde luego. Oui, donc le nombre d'enfants au Guatemala qui ont disparu, il remontait à peu près à 5000. Et ceux qui ont été donnés en adoption, il y en a eu au final très peu pendant la guerre civile. Et en fait, eux, pendant leur chemin de recherche, ils se sont rendus compte qu'il y avait des enfants qui étaient en fait hors du pays. Et donc, aux alentours des années 2008, c'est là qu'ils ont commencé à chercher vraiment des personnes adoptées parce qu'ils ne trouvaient rien à l'intérieur du pays.
Ok, ok. Luego también me gustaría decir que eso ha sido así también porque para nosotros es más fácil buscar dentro de Guatemala por tema de recursos económicos, de recursos humanos, incluso de colaboración de los gobiernos en Europa, que no colaboran mucho, digamos, ¿no? Aquí en Francia, según información que tenemos, hay cerca de 1.800 guatemaltecos adoptados. Pero ¿dónde están? O sea, ¿cómo hacemos para llegar a ellos? Ese es el problema. O sea, adoptados hay muchos, pero el trabajo que se hace para encontrarlos es complicado porque dentro de Guatemala nosotros decidimos cómo, por dónde. En cambio aquí en Europa tenemos que estar sometidos a las leyes, al procedimiento, a la institucionalidad de los gobiernos y eso hace que los procesos sean muy lentos. Oui, j'aimerais dire que pour nous, ça a été plus facile de les chercher à l'intérieur du pays parce qu'on connaissait et qu'on savait où chercher et on avait de l'aide à l'intérieur du pays. Mais pour les personnes en dehors du pays, déjà les gouvernements ne collaborent pas beaucoup en Europe, ou du moins c'est difficile. Et selon nos informations, il y a à peu près 1800 enfants adoptés qui viennent du Guatemala et qui sont en France. Mais on n'a pas forcément de quoi les chercher, on ne sait pas exactement comment les chercher. Donc on est aussi soumis aux lois du pays, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, par rapport à tout ce que vous avez pu voir avec les enfants mis en adoption, etc., est-ce que vous pourriez dire que c'est du trafic? Y sí, en vínculo a los adoptados que pudiste encontrar a las familias, según ti es como tráfico, hay un tráfico de niños. Hay un poco de todo, porque en el año 80, 81, 82, 83, en Guatemala se creó una estructura donde habían abogados, militares, gente de gobierno que organizó un grupo para hacer negocio con los niños. En algunos casos directamente venían de la guerra, en otros empezaron a quitarle sus bebés a las mamás en la ciudad, o porque eran muy pobres, las presionaban, en fin. Pero casi en todos los casos de los años 80, porque es lo que nosotros trabajamos, debo decir que tienen algún grado de irregularidad o de ilegalidad, ¿verdad? Algunos demasiado burdos, porque en ese tiempo en Guatemala una adopción tardaba 15 días, nada más, 2 semanas, para que salieran papeles y todo, porque el Estado estaba cooptado, tomado por esta estructura, ¿verdad? De hecho, el director de migración, que era el que daba los pasaportes, era un general de la guerra llamado Callejas y Callejas. Entonces todo estaba como armado para el negocio, ¿ya? ¿El director de la migración fue también quién? Ah, un general. Un general, Callejas y Callejas. Il dit que, en fait, dans les années 1982-1983, il y a une structure qui s'est créée. Donc ça, c'était pendant les années de la guerre civile. Il y avait des avocats, des militaires, des personnes du gouvernement. Et donc, à ce moment-là, ils ont participé à enlever des enfants à leur mère, ou bien elles le faisaient volontairement, ou bien en fait ils leur mettaient de la pression parce qu'elles étaient pauvres. Donc c'était à la fois irrégulier et à la fois illégal. Et puis à ce moment-là, au Guatemala, en fait, on pouvait mettre seulement 15 jours pour donner un enfant à l'adoption et que tous les papiers soient sortis. Donc c'était très facile. Et donc l'État était vraiment très compromis là-dedans. Et il expliquait qu'il y avait un général qui était le directeur de la migration. Donc l'État était vraiment impliqué dedans. Ok. Bon. Mais comment vous pouvez dire du coup que ça ait duré aussi longtemps en fait?
C'était réparti sur une longue période. ¿Cómo se puede explicar que las adopciones ilegales estaban como han podido desarrollarse por un tiempo muy largo? Porque Guatemala, tristemente, ha estado dirigido por estos sectores que hicieron el negocio. Allá las dictaduras militares fueron de muchísimos tiempos, décadas. Y hasta el año 1996 que se firman los acuerdos, la gente que hacía el negocio con las adopciones seguía siendo la misma gente que dirigía el gobierno, el Estado. Hoy día incluso siguen dirigiendo Guatemala. Por eso es que es difícil el trabajo de búsqueda, porque adentro de Guatemala hay muchos que se oponen, porque ellos fueron responsables de eso. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado por el tema de seguridad personal. Oui, parce que le Guatemala, il a été dirigé par les mêmes personnes en fait qui faisaient le trafic. Donc en fait, jusqu'aux accords de paix et même après, ça a continué à ce que les personnes qui dirigent le Guatemala soient des personnes qui soient directement impliquées dans le trafic d'enfants. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de faire des recherches au Guatemala, parce que aussi pour des questions de sécurité, eh ben, ils peuvent pas tout faire. Bah oui, j'ai pu me renseigner un petit peu sur le Guatemala. J'ai vu aussi certains témoignages d'autres personnes qui ont été adoptées. Et en fait, c'est beaucoup de trafic d'enfants, de personnes qui se font passer aussi pour les parents biologiques des enfants, tout simplement. Donc, ouais, ça m'étonne pas trop en fait. Mais que même encore en 2026, en fait, ça existe, ça m'étonne par contre. Oui, c'est un peu étonnant que c'est encore un peu la dictature, c'est ça, au Guatemala, si je comprends bien. No, ella dice que, bueno, sí, ha podido escuchar a muchas personas adoptadas de Guatemala y que también habían sido robados y habían hecho parte de este tráfico. Y dice que también está un poco sorprendida que también hoy en 2026 que el tráfico sigue y se pregunta si es por la cosa que es Guatemala todavía es como una dictadura o por qué el tráfico sigue hoy en día. No, en estricto no hay una dictadura, digamos, formalmente. Pero una cosa es quién dirige el gobierno y quién hace funcionar al gobierno. Y estos que hacen funcionar son gente que ha estado por años, ¿verdad? Cuando empezamos a pelear hace ya varios años que se creara la Ley Nacional de Adopciones y se creara el Consejo Nacional de Adopciones, era para evitar las ilegalidades y las irregularidades. Sin embargo, eso en la práctica no ha funcionado, solo que ahora es más cuidadoso, más escondido. En el tiempo de la guerra era muy burdo, era muy abierto, ¿no? Ahora sigue operando, me parece a mí, pero más escondido, ser siempre mucho más escondido que antes, ¿verdad? Pero no hay que decir que en Guatemala hoy día no hay adopciones, por lo menos irregulares, sino digamos ilegales. Yo no me atrevo a decirlo, creo que la sigue habiendo. No en el volumen de antes, pero sigue habiendo. Oui, aujourd'hui, le Guatemala, c'est pas vraiment c'est pas une dictature, mais en fait, ceux qui il y a une différence entre celui qui dirige et ceux qui aussi font partie du gouvernement ou sont à à des postes stratégiques. Et eux, si ont participé au trafic et continuent de diriger certaines parties du pays. Donc, quand le Conseil national d'adoption a été créé, c'était pour empêcher toutes ces adoptions illégales. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a moins, mais il y en a encore qui elles restent assez cachées parce que c'est quand même beaucoup moins facile que pendant la guerre. Donc lui, il dit qu'il y a des adoptions qui sont aujourd'hui, oui, encore irrégulières,
mais pas forcément illégale. Ok. Ok, du coup, oui, ça répond bien à ce que je voulais savoir. Mais du coup, comment formuler ma question? Comment des enfants, en fait, pouvaient être adoptables alors qu'ils avaient déjà une famille? Je comprends pas, en fait, comment c'est possible. On leur a arraché l'enfant, en fait, pendant la guerre ou comment ça s'est passé, en fait, tout simplement. Se pregunta durante la guerra cómo los niños han podido estar adoptados o robados a la familia, aunque ya tenían una familia, entonces cómo eso ha podido pasar. Lo que pasa es que, a diferencia de muchos países de América Latina que tuvieron guerra, la guerra en Guatemala fue en extremo adversa. Ningún país tuvo el nivel de saña que hubo en Guatemala. Lo que sucede es que de Guatemala se habla poco, ¿verdad? Se conoce poco. Pero nosotros tenemos la tragedia de haber vivido la guerra más cruel e inhumana de América Latina. Tan es así que no hay ningún país de América Latina que tenga tantos niños desaparecidos por la guerra como nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Estado de Guatemala y el Ejército de Guatemala se dieron cuenta que era necesario destruir al movimiento revolucionario en aquellos años, partieron de un principio, que tú para matar a un pez no tienes que meterle un puñal ni tirarle una piedra, quítale el agua nada más y se muere. Esa estrategia se llamó quitarle el agua al pez. Y en el caso del movimiento revolucionario, ¿cuál era el agua del movimiento? El pueblo, la gente. Entonces había que acabar con la gente. Por eso las masacres de los pueblos, los asesinatos, las desapariciones. Nosotros tenemos como producto de la guerra 45,000 desaparecidos y tenemos en un país pequeño cerca de 250,000 muertos, ¿verdad? Entonces, claro que los niños en medio de la guerra eran una cosa secundaria para todo el mundo, se los llevaban, se perdían, en fin, y terminaban en manos de la estructura que finalmente después los dio en adopción. Pero fue por la naturaleza de la guerra. La nuestra es la peor guerra en América Latina para los pueblos, pero se conoce muy poco de ella. Donc dans beaucoup de pays d'Amérique latine, il y a eu des guerres, mais aucune guerre n'a été aussi sanglante que celle qui s'est passée au Guatemala pendant ces trentaines d'années. C'est une guerre qui est peu connue, mais c'est une guerre qui a été extrêmement cruelle. Et donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont disparu, et c'est la guerre où il y a eu le nombre d'enfants disparus qui a été le plus important. Et donc, à ce moment-là, l'armée cherchait à détruire tous les mouvements révolutionnaires. Et donc, il y a une sorte de proverbe qui dit, en fait, comment tuer un poisson? On ne peut pas lui infliger des coups. Pour tuer un poisson, il faut qu'on enlève l'eau pour l'empêcher de vivre. Et donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dispersaient les familles, ils les tuaient. Donc, c'était une guerre extrêmement sanglante pour ça. Donc c'est pour ça que ça explique qu'il y a eu à peu près 40 000 disparus, 150 000 morts, et les enfants se perdaient dans ce chaos, ou bien et même étaient en fait enlevés, tués. Donc la nature de la guerre explique cela qui était extrêmement sanglant. Pour être sanglant, c'était sanglant, mais est-ce que les autorités locales étaient un peu conscientes aussi de ce qui se passait dans leur pays, quoi? Ella se pregunta si como las autoridades locales como la policía, ellos sabían de eso y qué hacían. Ellos lo hacían. C'était eux qui le faisaient. Ah bah c'est pire. Là, pour, les personnes qui sont censées vous protéger vous font subir en fait toutes ces horreurs, quoi. Parce que la guerre civile était donc du coup en fait tout le gouvernement, l'armée, les policiers contre les mouvements révolutionnaires. Donc c'était vraiment eux qui faisaient ces actes-là. Por eso es que sobre todo en los adoptados de los años 80 y un poco los 90,
es importante tener este telón de fondo que es la guerra, porque si no desde afuera se puede hablar de los adoptados como en cualquier otro país, adopciones de otro tipo, ilegales y qué sé yo, pero no como resultado de una guerra terrible como la que se vivió. En eso siempre yo llamo la atención que hay que conocer el fondo de dónde vinieron estos niños adoptados, porque su naturaleza es totalmente distinta a adoptados irregulares de otros países donde no hubo guerra, pero sí hubo negocio, ¿verdad? Oui, en fait, ça c'est beaucoup passé dans les années 1980-1990. Et c'est important de comprendre le contexte dans lequel ça s'est passé parce que c'était une guerre qui était terrible, qui était sanglante et qui explique en partie ces adoptions-là. Mais dans d'autres pays, il y a eu aussi des adoptions qui étaient illégales, mais qui étaient plus donc du trafic, du commerce, mais qui n'étaient pas dans ce contexte d'une guerre civile sanglante. Vous avez vu beaucoup, beaucoup de choses dans votre pays concernant l'adoption, en fait. Enfin, en fait, les enfants, ils ont énormément souffert quand même là-bas. Alors qu'ils avaient déjà une famille, mais on les a arrachés à leur famille. Mm. Mais pour quelle raison? Enfin, ok, il y a la guerre, mais c'est quoi la raison qu'ils ont trouvée, on va dire, les autorités, quoi? Je sais pas s'il y en a une, mais... Y se pregunta, ¿por qué bueno, aunque fue durante la guerra, pero por qué han hecho algo en contra de los niños? Porque los niños no habían hecho nada, entonces, ¿por qué? ¿Por qué los niños? Cuando hay una guerra como la que se vivió en Guatemala, hay dos bandos, hay dos partes. Las que defienden la situación histórica del gobierno y el pueblo que quiere una vida distinta. Nuestro país es un país muy pobre, con muchísimas limitaciones, con falta de derechos, de oportunidades, en fin. Entonces eso llevó a que se diera la guerra. Por un lado, el pueblo organizado y militarmente organizado contra el Estado militarmente organizado. Entonces lo que sucedió es que la manera en evitar que este pueblo triunfara en sus derechos era acabar con ese pueblo, no importa si eran ancianos, niños, señoras, hombres, no importa, ¿verdad? En una guerra, estas guerras se llaman de baja intensidad. Y en las guerras de baja intensidad todos los que están del otro lado son enemigos. ¿Cómo nos explicamos las declaraciones de funcionarios del Estado de Israel hoy día que asesinan niños en Palestina y dicen es que el día de mañana van a crecer y nos van a atacar? Y matan los niños, ¿verdad? Y han masacrado a los niños. Porque en esas guerras así es, se asume que todo el que es contrario es enemigo, no importa qué edad tiene. Oui, dans une guerre, il y a toujours deux bandes, ceux qui défendent la situation, qui font partie depuis historiquement du gouvernement. Et il y a aussi le peuple qui est, lui, plus pauvre, qui manque d'opportunités et qui souhaite pouvoir vivre tout simplement. Donc le peuple essayer de s'organiser contre l'État militaire qui lui était extrêmement bien organisé au Guatemala. Et donc qu'est-ce que l'État militaire peut faire pour réussir à imposer ses idées? Et bien c'est combattre tous ceux qui sont contre lui, donc le peuple, les personnes âgées, les enfants, tous ceux qui sont sur la route, et peu importe le moyen qu'ils emploient. Et ça se passe souvent comme ça dans les guerres, et on peut voir encore aujourd'hui entre Israël et la Palestine qui sont prêts à tuer des enfants et qui massacrent en fait tous ceux qui sont dans le camp en face. Et c'est vrai que même avec l'Israël et la Palestine, ils préfèrent s'entretuer, pardon, et tuer des enfants en fait. Je trouve ça quand même assez hallucinant, ou bien les mettre directement en adoption. En fait, ils prennent pas en compte la vie des enfants, quoi. Ils les prennent pas en compte. C'est comme je crois que c'était au Moyen-Âge quand on disait que c'était juste
des adultes miniatures en fait. À l'époque, on disait que c'était des adultes miniatures et que en fait, leur avis ne comptait pas, tout simplement. Donc c'est un peu ce qui se passe là dans ces pays-là aussi, en fait, au final. Sí, ella dice que es muy triste que la vida de los niños no importa, que ellos actúan en contra de los niños y que sí, tristemente vemos que la vida de los niños, bueno, no importa y que las guerras siguen y etcétera. Sobre todo ese tipo de guerras, porque hay guerras de guerras, ¿sí? Pero insisto, en guerras como la nuestra, los niños eran enemigos, los miraban como enemigos. A ver un ejemplo. El primer reencuentro que nosotros hicimos de un papá con su hija en el año 2001, ese fue el reencuentro número 1. La historia es que llega el ejército a la aldea donde ellos vivían y empiezan a disparar y la gente corre para la montaña y empiezan a quemar las casas, los ranchos. Pero enfrente de uno de esos ranchos hay una niña de 1 año y medio que no ha podido correr por muy pequeñita. Desde luego en el disparar y disparar de los soldados, la gente huye y a veces se le olvidó el niño, ¿sí? Entonces cuando ya llega frente a la niña un soldado, saca el machete y la va a partir en dos. Y hay un señor civil que acompaña al ejército que le dice: no la mate, regálemela, que nosotros no tenemos hijos. Y el soldado le dice: pues quédesela, ¿no? Y así sobrevive ella, que se llama Julia, que muchos años después logramos encontrarla y reunirla con su papá biológico. Pero el hecho de que el soldado la fuera a matar así de simple era tan común. Incluso no se gastaban balas, se usaba machete, o los que eran todavía más pequeños, y eso está muy documentado, los tomaban de las piernas y los estrellaban contra un árbol. ¿Sí? Era la manera de matar a los bebés. Parece muy cruel, parece que fuera película. No, fue cierto, ¿verdad? Por eso es que cada reencuentro que se puede hacer de ese periodo es un éxito frente a la intención de matar la vida. Por eso es que 27 años después seguimos luchando por encontrar familias y reencontrarlas con sus familias biológicas, porque es recuperar la vida que quisieron destruir y que en algunos casos no pudieron. Oui, en fait, c'est surtout dans ce type de guerre-là, donc les guerres civiles, où les enfants étaient considérés eux-mêmes comme des ennemis. Et il évoque du coup la première retrouvaille qu'il a faite entre son père et sa fille, donc c'était en 2001. Et il explique que, en fait, donc pendant la guerre civile, l'armée elle venait dans les villages et elle tirait sur tout le monde. Elle brûlait le village, les maisons. Donc les personnes, ils couraient dans la montagne pour s'enfuir. Et quelquefois, bah, les enfants, ils ne pouvaient pas suivre, ils ne pouvaient pas emmener les enfants. Voilà, c'était vraiment le chaos total quand les militaires arrivaient. Et donc, l'histoire de cette petite fille, c'est qu'elle n'a pas pu courir dans la montagne, elle est restée dans le village. Et donc, il y a un soldat qui est arrivé et il allait la couper en deux avec sa machette parce que c'était la forme la plus courante de tuer les enfants comme ça. Et à ce moment-là, il y avait un monsieur civil qui lui a dit: mais moi j'ai pas d'enfant, est-ce que tu peux me la confier? Et le soldat a accepté de ne pas tuer cette petite fille. Donc elle s'appelle Julia et donc Marco Garavito a retrouvé sa famille. Et il dit que donc elle a échappé vraiment de peu à la mort. Donc soit les enfants à ce moment-là ils étaient tués à la machette, soit ils étaient projetés, même des bébés, contre les armes, ils étaient écrasés pour qu'ils soient tués. Donc lui, il dit que chaque retrouvaille, c'est vraiment une victoire contre les personnes qui ont voulu détruire ces villas et que c'est quelque chose vraiment de très précieux contre voilà, ce qui s'est passé. Ok, et bah, en tout cas, merci beaucoup Marco d'avoir partagé tout ça avec nous, parce que
c'est rare d'avoir des psychologues du coup qui vivent ce genre de choses dans leur pays d'origine, ou bien qui vivent ça tout court, j'ai envie de vous dire. Donc merci d'être venu jusqu'à Paris pour nous les partager. Ça me fait très plaisir. Et pour le partager aussi du coup à mes auditeurs, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse principalement à la France ou aux autres pays d'Afrique ou d'Asie, mais c'est vrai que les pays latinos, en général, on n'y prête pas trop attention. Donc ça me fait très plaisir d'avoir un petit peu votre point de vue et votre vécu aussi surtout. Voilà, donc est-ce que vous avez un petit mot à ajouter pour conclure notre petite interview aujourd'hui? Y yo te agradezco mucho para esta entrevista. Dice que es muy importante porque, sobre todo en Francia, tenemos sabemos un poco más de la cultura de los países africanos o asiáticos, pero no sabemos muchas cosas de lo que ha pasado en América Latina. Entonces, sí está muy feliz de poder hablar con una persona que viene de Guatemala para contar lo que ha podido pasar en la historia del país. Y por eso te agradece mucho. Y se pregunta si tienes una otra cosa que añadir para las personas que van a escuchar eso. A mí me gustaría terminar diciendo que primero agradecer la entrevista. Siempre hablar de estos temas es una necesidad porque la vida es tan corrida que a veces nos va dejando por fuera en la conversación de temas importantes como estos. Hay otras cosas que se vuelven más importantes y atrás de este tema de la adopción hay seres humanos, hay a veces muchos dolores humanos y vale la pena seguir hablando de eso. Y finalmente porque ojalá quienes puedan tener interés, que son adoptados y tienen interés de buscar sus orígenes en Guatemala, que sepan que estamos en la mejor disposición de poderles apoyar, ¿verdad? De poder acompañar. Y en general decir que el proceso de acompañamiento no quiere decir vas a buscar, entonces consigue un psicólogo. No. El hecho de que haya una persona adoptada no quiere decir necesariamente que esté mal y que necesite un psicólogo. Ese es un error que creo que se está cometiendo. Cuando en el proceso de trabajo se ve la necesidad, entonces se hace, pero no como en automático. Porque los seres humanos tenemos algo que se llama resiliencia, que es la capacidad de enfrentar positivamente nuestra vida. Y muchos lo han logrado hacer y no es que estén dañados como para no poder funcionar y por eso necesitan antes de buscar un psicólogo. No. Creo que en eso hay que tener, no psicologizar el deseo de búsqueda, ¿verdad? Eso ayuda mucho en un principio porque algunos no se atreven a buscar porque asumen que si hay que buscar un psicólogo primero es porque están un poco mal. Entonces deciden no buscar, ¿verdad? Así que muchas gracias, te agradezco mucho. Il dit, oui, j'aimerais juste dire que donc te remercier parce que c'est vraiment important de parler de ces thèmes et c'est pas forcément quelque chose qu'on fait dans la vie quotidienne, donc ça reste très important parce que derrière chaque adoption il y a des êtres humains. Il dit que c'est important de voilà, chercher pour aussi retrouver ses origines. Il dit que lui, donc la Liga et tout, ils seront toujours là pour accompagner les personnes qui recherchent pour le Guatemala. Il dit que bon, derrière chaque processus de recherche et tout ça, il n'y a pas forcément à aller chercher un psychologue parce que des fois, oui, on peut se faire aider, mais on a aussi beaucoup de résilience en nous-mêmes, donc c'est pas forcément quelque chose qui doit venir automatiquement. Et donc voilà, il dit qu'il ne faut pas psychologiser la recherche, ça peut être bien, mais on n'est pas obligé, quoi. Y lo último, uno último. Si alguien adoptado adulto
quiere buscar, hay una página web que es www.todosporelreencuentro.org, y al entrar ahí pueden ver el link, el proyecto, el programa en inglés, en español, en italiano y en francés. Entonces ahí hay opción de que puedan conocer lo que se hace, qué se ha hecho, en fin. Y crear ahí, hay una página para el que tenga interés, crea un vínculo con nosotros para empezar un proceso. Et c'est très important. Donc on a une page web qui s'appelle, donc c'est www.todosporelreencuentro. Et de là, en fait, c'est une page en anglais, en italien, etc. Et donc les personnes qui sont adultes peuvent aussi se connecter pour commencer avec la Liga à rechercher leur famille. Et bah, merci beaucoup Marco d'être venu sur ma page, du coup, de nous avoir partagé tout ça. Je remercie aussi Laurentia, du coup, qui a fait la traduction. Ça n'a pas dû être simple parce qu'on a beaucoup parlé, mais merci à vous deux. Et la page web, je la mettrai directement en dessous du podcast. Comme ça, toutes les personnes qui veulent avoir accès pourront y aller sans problème.